Un cas clinique qui sort un petit peu de l'ordinaire avec Jonathan Belliti, Jean-Christophe Mignot, Élodie Sibilo. Alors, on débute par la présentation clinique. Il s'agit d'un homme de 26 ans qui est dans le milieu sportif. Il est éducateur sportif et il pratique le tennis de manière régulière, de manière importante, 8 à 10 heures par semaine. Il est droitier, aucune notion traumatique. Et son motif de consultation, c'est celui de l'apparition d'une gêne depuis plusieurs mois, assez vague. Il n'arrive pas bien à décrire ce qui se passe au niveau de son épaule droite, en dehors des douleurs qu'il précise étant postérieures, plutôt d'effort lors des services et des matchs, et il a une perte de force. Voici cette image. Regardez bien cette photo vue de l'arrière. Ça va faire l'objet de la prochaine question. Donc, c'est l'épaule droite vue de l'arrière. Qu'est-ce que vous observez? Une fonte du trapèze, une amyotrophie dans la fosse sus-épineuse, une amyotrophie dans la fosse sous-épineuse, une amyotrophie des deux fosses ou un signe de l'épaulette. La grande majorité, les trois quarts ont répondu l'amyotrophie des deux fosses, c'était la bonne réponse. Donc, amyotrophie des deux fosses, effectivement, on le voit très bien, il ne s'agit pas du tout d'un décollement de l'omoplate comme on a dans la paralysie du grand dentelé, par exemple, ou une fonte du trapèze qui est bien visible sur ces images-là. Donc, le trapèze est normal, c'est bien une amyotrophie qui intéresse les deux fosses et sous-épineuses. Alors, l'examen clinique chez ce patient montre des amplitudes passives actives strictement normales, en dehors de l'élévation qui reste douloureuse. Il n'a aucun signe d'instabilité, pas d'appréhension notamment. Il n'y a pas de point douloureux. Le testing de coiffe, par contre, est douloureux et déficitaire. Voici ce testing de coiffe. Donc, le signe de Job en bas à gauche est positif, c'est-à-dire qu'il y a une perte de force. Le signe en RE2, signe de patte, est positif également. Donc, perte de force. Il y a une perte de force globale, selon la manœuvre que vous voyez sur le schéma en bas, avec une force à 3 à droite et 12 kg à gauche. Le restant du testing de coiffe est normal. Le signe de Napoléon en bas à gauche ou Presbelli test est normal. Il n'y a pas de signe du clairon et pas de signe du portillon. Quels sont les muscles atteints? A, sous-scapulaire, B, supraépineux, C, infraépineux, D, teres minor, E, deltoïde. La majorité ont répondu une atteinte du supraépineux et de l'infraépineux. Teres minor, petit rond, non. L'atteinte montrerait notamment un signe du portillon. Tous les rotateurs externes seraient alors atteints. Et le sous-scapulaire, voire même un signe du clairon. Et le sous-scapulaire, lui, est intact. Le Berg test, le signe du Napoléon, est normal chez ce patient. Donc, il s'agit bien d'une atteinte du supra et de l'infraépineux. L'examen neurologique du membre supérieur est strictement normal. Donc, pas d'atteinte des nerfs axillaires, musculo-cutanés, ulnaires, radial, médian. Pas de déficit sensitif au niveau de la ceinture scapulaire. Quel diagnostic évoquez-vous? Pathologie cervicale, hernie discale avec névralgie cervico-brachiale, pathologie de la coiffe, tendinopathie, rupture, atteinte neurologique, comme par exemple le nerf suprascapulaire, conflit sous-acromial ou une autre pathologie. Donc, les réponses sont partagées entre une pathologie de la coiffe et une atteinte neurologique du nerf suprascapulaire. Le docteur Mignot va nous en dire un petit peu plus.
Alors, ces atteintes du nerf suprascapulaire, on les trouve essentiellement en pathologie sportive, dans les sports d'armée ou les sports de lancer, hein, comme le tennis, le handball, le lancer de javelot. On le trouve de temps en temps en haltérophilie dans des sports équivalents un petit peu comme le crossfit. On se retrouve avec des gens, comme on l'a vu, hein, qui ont des douleurs mal systématisées postérieures, qui arrivent à l'échauffement, avec des gens qui perdent de la qualité de geste et qui ont une fatigabilité. On retrouve cette amyotrophie. L'amyotrophie, elle est plus souvent simple à voir dans la fosse sous-épineuse que dans la fosse sus-épineuse du fait du relief du trapèze. Voilà, on a cette perte de force en rotation externe essentiellement. Et une fois qu'on a évoqué le diagnostic d'atteinte neurologique du nerf suprascapulaire, on va demander des examens complémentaires qui, je pense, sont la diapositive suivante. Donc, quels examens paracliniques, examens complémentaires demandez-vous? A, des radiographies standards de l'épaule, comme on l'a vu sur les précédents dossiers. B, une échographie. C, un scanner ou un arthroscanner. D, une IRM. E, des examens biologiques. Et F, un électromyogramme. Donc, quel examen paraclinique? Alors, vous avez massivement répondu l'électromyogramme, sur lequel vous avez parfaitement raison. L'électromyogramme, effectivement, c'est ce que vous disiez, Jean-Christophe, c'est la très bonne réponse parce que c'est l'examen paraclinique qui vous permettra de confirmer le diagnostic en objectivant donc la dénervation musculaire. Ça permettra également d'orienter vers les sites de compression en fonction de l'atteinte isolée ou non donc, du muscle infraépineux et qui peut être associé aussi donc, avec le supraépineux. Ça permettra d'éliminer un deuxième site de compression, donc on appelle le double crush, notamment avec une atteinte radiculaire en amont, donc C5, C6. Et également, c'est un examen intéressant donc après pour la suite pour suivre la récupération. Les examens, donc notamment la radio standard et l'IRM, c'est ce qui vont vous permettre de rechercher une cause autre, notamment que l'atteinte micro-traumatique quand on a le contexte notamment du sportif. Donc, diapo suivant. Donc, normalement, les radiographies, quand on est sur une atteinte micro-traumatiques, elles doivent être normales. Ça va vous permettre d'éliminer donc l'arthrose, en l'occurrence, donc s'il y a une rupture étendue de coiffe compliquée d'une arthrose, on peut avoir une atteinte du nerf suprascapulaire. Donc la radiographie vous permettra de l'éliminer. Il peut y avoir également des irritations du nerf suprascapulaire dans le cadre de luxation, d'instabilité de l'épaule. Donc c'est ce qu'on a vu avec le premier cas, la radiographie sera utile. Et puis toute anomalie osseuse, parce que finalement, un nerf atteint, il peut y avoir sur son trajet une compression extrinsèque, et donc on va rechercher une anomalie de la trame osseuse qui ferait suspecter en l'occurrence une tumeur osseuse. L'IRM, c'est l'examen d'imagerie qui vous permettra d'objectiver donc l'atteinte musculaire, en l'occurrence l'œdème de dénervation. C'est un œdème très particulier qui est différent de l'œdème dans le cadre d'une rupture des tendons de la coiffe rotateur. C'est un œdème vraiment très flou, peu intense, très diffus, qui touche l'ensemble du muscle et qui est très homogène. Donc à gauche, vous avez un sagittal T de façade, donc on voit l'œdème de dénervation du muscle supraépineux et du muscle infraépineux. Sur la diapo centrale, vous avez donc une petite amyotrophie avec un début d'involution graisseuse. On voit qu'il commence à être un peu persillé de travées graisseuses. Et puis sur la coronale T de façade, elle a été mise pour montrer qu'il n'y a pas de rupture des tendons de la coiffe des rotateurs. Ce qui est intéressant, c'est que l'œdème de dénervation est assez précoce. En IRM, on le voit dès la première semaine. L'amyotrophie, donc la perte de volume, dès globalement, c'est assez grossier. La deuxième semaine, l'évolution graisseuse soit un peu plus de temps. Et globalement, dès la troisième, quatrième semaine, vous pouvez commencer à voir des travées graisseuses qui commencent à apparaître dans le muscle. Diapo suivant. Donc, l'IRM vous permettra également d'éliminer une compression extrinsèque ou carrément même une lésion intrinsèque du nerf. Donc, vous allez suivre le nerf sur tout le long de son trajet. Donc, l'axial T de façade vous montre ici l'incisure suprascapulaire. En bas à droite, on voit l'échancrure spino-glénoïdienne. Et puis, sur la coronale T de façade, vous verrez également
l'incisure suprascapulaire. Donc, ça va vous permettre d'éliminer, tous ces examens vont vous permettre d'éliminer la rupture large de la coiffe, les lésions de passage d'instabilité. Ça va vous permettre d'éliminer une compression extrinsèque ou une lésion intrinsèque du nerf. Ça va vous permettre aussi de rechercher des arguments en faveur d'un parsonnage Turner. Donc, notamment, il y a souvent une atteinte associée du deltoïde. Donc, ça, vous allez très bien le voir aussi sur l'IRM. Voilà. Et puis, des séquelles de fracture aussi, on en voit sur les épines de la scapula. Là, un exemple, donc, il s'agissait, cas classique du kyste de l'échancrure spinoglénoïdienne. Et c'est des kystes qui sont satellites, qui sont alimentés par des fissures du labrum supérieur ou postérieur. Donc, on voit bien sur l'image en haut à droite, donc il y a le kyste et juste à côté, il y a la fissure labrale. Donc ça, c'est caricatural. Un très court instant pour revenir sur le parsonnage Turner, Oui. qui est une atteinte inflammatoire du plexus brachial, donc ce n'est pas exactement le même mécanisme. L'électromyogramme va aussi permettre, comme tu le disais fort justement, et le début est brutal. Le début est beaucoup plus brutal, alors que dans les atteintes du nerf suprascapulaire, on a parfois un début brutal, mais qui est identifié, qui est lié à un geste ou à un accident. Sinon, on a un début un petit peu plus insidieux. Voilà un petit peu pour les différences en termes de présentation clinique. Et l'atteinte du muscle deltoïde, comme tu le citais aussi, qui cliniquement, quand on va tester, va nous montrer des choses différentes. Très bien. Quelques mots, Jean-Christophe, sur l'électromyogramme? Oui, alors c'est l'électromyogramme, encore une fois, qui fait le diagnostic et qui permet le diagnostic de certitude et le diagnostic différentiel. On a des potentiels de dénervation avec une atteinte essentiellement sur une augmentation des latences distales, une diminution des vitesses de conduction et essentiellement sur ce qui est moteur et sans atteinte sensitive de la zone. Donc, on confirme, grâce à cet examen, l'atteinte isolée du nerf suprascapulaire. Alors c'est un nerf mixte qui naît si je me souviens bien, du tronc primaire postérieur qui est mixte, qui est issu de C4, C5 et essentiellement C5 et C6, qui assure la motricité du supra et de l'infraépineux, qui donne la sensibilité des 2/3 de la face postérieure de la capsule et du ligament acromio-coracoïdien, comme vous le voyez. On a des neuropathies qui sont soit microtraumatiques, donc par des gestes sportifs répétés ou des gestes professionnels répétés, soit par la compression kystique, comme on l'a très bien vu, comme le docteur Sibilo vous l'a très très bien exprimé sur l'IRM. On a parfois, et ça le professeur Versier pourrait vous en parler mieux que moi, des étirements post-opératoires. On a aussi des étirements post-traumatiques sur des accidents de voie publique. Donc, c'est un syndrome canalaire. Essentiellement, il faut savoir que ce nerf a 3 points fixes, hein, son émergence C5, C6, l'incisure suprascapulaire dans laquelle il passe avec le ligament coracoïdien au-dessus. Et vous voyez, il fait un vrai U, il tourne avant de s'engager dans l'incisure spinoglénoïdienne, où il peut ici aussi être comprimé. Il s'agit en fait d'un syndrome canalaire à ce niveau-là également. Voilà, alors comme vous le voyez, l'échancrure coracoïdienne peut avoir plusieurs types d'aspects anatomiques, hein. Il y a des variantes anatomiques et ces variantes expliquent potentiellement à ce niveau-là les zones de compression éventuelle du nerf suprascapulaire. Devant ce tableau, on se pose la question du traitement. Donc, ne rien faire, un traitement médical associant des vitamines et des anti-inflammatoires, une infiltration éco-guidée ou un traitement chirurgical. Donc, un traitement chirurgical à ciel ouvert dans un premier temps, arthroscopique, ou alors des traitements d'accompagnement, de changement de geste, d'adaptation de la prise de raquette associée à la rééducation. À vous de voter. Réponse. Beaucoup ont parlé en premier de la rééducation, changement de geste, changement de prise de raquette, 3/4, 32% neurolyse arthroscopique, et le reste est partagé. Personne ne s'abstient. Alors,
Oui, il faut accompagner le quotidien et les activités sportives avec le changement de geste, la prise de raquette et autres pour les autres sports. La rééducation permet d'entretenir le reste de la musculature et après le traitement, de remuscler les muscles atteints. L'infiltration peut être un traitement, surtout en cas de compression extrinsèque, en fait. Comme l'a montré Elodie sur ces belles images d'IRM, les kystes peuvent être infiltrés, même si parfois difficilement accessibles à l'échographie. Elodie, tu confirmes qu'ils ne sont pas toujours accessibles à l'infiltration? Alors, il y a deux façons de raisonner devant un kyste. Soit on pique directement dedans sous échographie, soit on considère effectivement qu'elle est alimentée par une fissure labrale qu'on a authentifiée avant en IRM ou en arthroscanner, auquel cas on peut faire une infiltration intra-articulaire. Qui sera plus radioguidée pour le coup. Voilà, ouais. Voilà. Et enfin, la neurolyse arthroscopique qui va être le traitement de décompression du syndrome canalaire, comme dans le syndrome du canal carpien. Il s'agit de couper, de libérer la compression extrinsèque par les ligaments. Le traitement chirurgical à ciel ouvert, il est beaucoup trop délabrant aujourd'hui, où on a des techniques arthroscopiques mini-invasives, où on voit bien le ligament en question, on arrive à bien voir le nerf également et à y faire attention lors de la libération. Et on va voir après, voilà, donc le traitement chirurgical arthroscopique. Ici, vous voyez une petite sonde de radiofréquence qui va permettre de couper les éléments et de coaguler les vaisseaux qui saignent. C'est la vidéo, ça? Non, pas encore. Non, pas encore, d'accord. La technique, c'est une arthroscopie classique qui passe par l'épaule, par l'articulation gléno-humérale. Plusieurs petites voies d'abord, toutes petites, hein, de 5 mm à 10 mm sont nécessaires, comme Gilbert vous les montre. D'autres vont servir surtout à insérer des instruments pour refouler le gras qu'on voit au-dessus de l'écran là. Alors, on progresse lentement parce qu'il y a des structures importantes et voilà, sur le plancher de la vidéo, on voit le ligament qui comprime l'incisure et le nerf suprascapulaire qui est libéré à sa face superficielle jusqu'à sa face profonde où il est un petit peu déchiré à la fin pour éviter de blesser le nerf qui est juste en dessous et qu'on voit ici dans le crochet, qui est bien libre de toute compression extrinsèque. Donc, juste quelques mots pour terminer ce cas clinique. Hein. Ce sont des lésions quand même assez rares. Le diagnostic, il n'est pas simple parce que les patients n'ont pas des signes très évidents. 3 origines à cette atteinte. Microtraumatique, très souvent chez des sujets jeunes, sportifs, avec le membre supérieur. Ensuite, une deuxième étiologie qui est celle des compressions kystiques périglénoïdiennes en relation avec des lésions du bourrelet, souvent des lésions du bourrelet postérieur ou des subluxations postérieures ou des SLAP. Et enfin, une autre étiologie que l'on peut voir dans les réparations de la coiffe des rotateurs où on exerce des tractions trop importantes pour ramener les tendons sur la tête humérale. Et cela peut donc entraîner des syndromes identiques et souvent très douloureux. Voilà, je vous remercie de votre attention.